Donc, vous voyez bien? Excellent. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à notre présentation qui va porter sur le sujet de la douleur et la réadaptation, un survol de modalités spécifiques. Donc, vous allez avoir 3 présentateurs aujourd'hui. Moi, je suis Jacqueline Lame. Ensuite, vous allez avoir Isabelle et Maxime dans le cadre de la série du CRIR Apprendre à se connaître. Donc, moi, en premier, je vais vous parler des douleurs chroniques et désordres du sommeil, le rôle du physiothérapeute. Ensuite, vous allez avoir Isabelle Quintal qui va parler des approches de stimulation tactile pour traiter l'allodynie. Ensuite, vous allez terminer avec Maxime Miro qui va parler de l'impact de la neuroéducation lors d'une douleur ostéo-arthritique. Et on va terminer par une période de questions. À chaque fin de présentation, il y aura peut-être une question qui pourra se poser, mais on vous invite à écrire toutes vos questions dans le chat. Donc, la douleur en réadaptation, c'est une raison très importante de consultation. Les 3, nous sommes des cliniciens. Moi, je suis physiothérapeute, Isabelle et Maxime sont ergothérapeutes. C'est toujours une question qu'on pose à nos patients. C'est quelque chose qui est tout le temps rapporté lors de nos rencontres. La réadaptation, ça couvre différents domaines de pratique et c'est dirigé vers différents types de populations spécifiques. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de douleurs chroniques et de désordres du sommeil. Qu'est-ce que le physiothérapeute peut faire? Donc, moi, personnellement, je suis physiothérapeute. Je suis candidate au doctorat et j'ai obtenu mon FCAMP en décembre 2019, pour ceux qui savent qu'est-ce que ça veut dire. Je suis dirigée au doctorat par Dan Gagnon et Gilles Lavigne à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on fait en physiothérapie? On évalue, on planifie, on met en œuvre des programmes pour la réadaptation, améliorer ou restaurer les fonctions motrices humaines, maximiser la capacité du mouvement, diminuer la douleur, traiter ou prévenir des problèmes physiques associés soit à des blessures, des conditions ou d'autres déficiences. Les conditions traitées par la physiothérapie, originalement, on parle de traitements musculo-squelettiques, neurologiques ou cardio-respiratoires. Mais aujourd'hui, je vais vous focuser un petit peu plus sur les douleurs orofaciales, c'est-à-dire toutes les douleurs autour du visage, la bouche, la mâchoire, les maux de tête et les désordres du sommeil, surprenamment. Donc, l'équipe multidisciplinaire dans la réadaptation est très importante. Chacun des professionnels de santé ont des expertises et des limitations qui sont complétées par les autres. Les dentistes, par exemple, ils ne connaissent pas nécessairement les bienfaits de travailler en concordance avec les physiothérapeutes, par exemple pour les douleurs à la mâchoire. Donc, on parle d'une approche multidisciplinaire qui pourrait aider le plan de traitement pour mieux aider notre patient et avoir une meilleure efficacité. La problématique souvent qu'on rencontre, c'est qu'il existe de multiples approches en réadaptation pour aider les populations ciblées souffrant de douleurs orofaciales, de maux de tête et de désordres du sommeil. Mais que le problème, c'est que les patients et même les autres professionnels de la santé ne sont pas au courant que ces interventions existent en réadaptation. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a écrit une revue narrative qui s'intitule « Interprofessional Collaboration in Dentistry, Role of Physiotherapists to Improve Care and Outcomes for Chronic Pain Conditions and Sleep Disorders ». C'est une toute nouvelle revue qui a été sortie en 2019. Donc, l'équipe multidisciplinaire, selon nous, ça inclut toutes ces personnes. Donc, on a le dentiste et le physio qui est au centre un peu de cette revue narrative sur la douleur orofaciale et les désordres du sommeil. Mais on a également, bien entendu, les médecins, les pharmaciens, les psychologues, bien sûr, les ergothérapeutes, infirmières, chiro, nommez-les. On peut tous faire partie d'une équipe multidisciplinaire et tout le monde a sa place. L'objectif de cette revue-là, c'était de décrire la contribution de la physiothérapie en collaboration avec les dentistes dans la gestion des douleurs orofaciales, des maux de tête et des désordres du sommeil. Donc, on a recruté des spécialistes dans chacun des domaines et on a cherché des articles qui parlaient des traitements de physiothérapie dans les 3 domaines dont je vous ai parlé. On a regardé dans des bases de données telles Medline, Embase, Cinal et la librairie Cochrane. Et on a trouvé plein d'interventions pour toutes sortes de choses. Donc, c'est ça que je vais vous parler maintenant. Donc, pour commencer, la douleur temporomandibulaire. C'est un terme générique qui représente une série de désordres qui affectent la mâchoire ou l'articulation temporomandibulaire. Ça affecte également les muscles du système masticatoire. C'est accompagné de douleurs, de bruits articulaires et ça peut même diminuer la fonction.
Ça affecte 12% de la population et on parle de deux types. On parle de ceux qui sont articulaires ou musculaires. Donc, c'est juste le point d'origine qui détermine quel type ils sont, si ça vient de l'articulation ou des muscles qui les entourent. Les traitements recommandés sont des traitements de première ligne de modalité conservatrice. Donc, le premier traitement qui est très important, c'est l'éducation et le changement du comportement. Donc, on parle de l'autogestion, la maîtrise des habitudes, changement des habitudes de vie. On parle également du biofeedback, prise de conscience, gestion du stress, relaxation, nommez-les. Ils sont tous bénéfiques pour le patient. En fait, cette intervention, c'est la stratégie ultime pour les problèmes de temporomandibulaire parce que ça réduit la dépendance au traitement et ça augmente l'adhérence du patient. Les exercices, eux, ça inclut autant les étirements, la relaxation, le renforcement et l'endurance, sont très bénéfiques, mais ne sont pas nécessairement supérieurs à d'autres traitements conservateurs. Cependant, ils améliorent le contrôle moteur et réduisent les douleurs musculaires. Un exemple commun, c'est les exercices de Rocabado. Donc, les 6 exercices répétés 6 fois par jour, donc assez souvent. La thérapie manuelle. Elle fonctionne très bien pour l'articulation temporomandibulaire. On traite les tissus mous par des mobilisations ou des manipulations et ça diminue la douleur et augmente la fonction. Ensuite, on a des combinaisons, bien entendu, ce qu'on fait dans nos vrais traitements, dans la vraie vie. On combine les exercices à la thérapie manuelle, par exemple, et on a des résultats très prometteurs. Ça diminue la douleur et on atteint même les amplitudes maximales de la mâchoire. C'est une des interventions combinées qui fonctionne le mieux pour les mâchoires barrées ou souvent connues sous le nom de closed lock ou disques déplacés sans réduction. Ça a des effets similaires à la chirurgie en fait et c'est vraiment le traitement de choix vu que c'est conservateur. Les évidences pour ça en physiothérapie sont basses. Mais bon, je ne vous dis rien de nouveau en vous disant que la recherche en réadaptation est plutôt minime. Donc, on y travaille, les trois, on y travaille fort et les classifications sont souvent basses. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les faire avec vos patients parce qu'elles sont tout de même très efficaces et c'est souvent seulement le devis de recherche qui est peut-être moins fort et qui donne une classification un petit peu plus basse. Donc, ces interventions pour la mâchoire, elles sont efficaces, mais sont basses dans les évidences, pardon, mais les interventions sont sécuritaires, simples et réversibles. Les modalités électrophysiques, elles existent toujours, le TENS, biofeedback, thérapie par laser, ultrason. En gros, les évidences sont basses, puis on a besoin de plus de recherche pour les utiliser, mais ça peut fonctionner très bien dû à l'effet placebo. Ensuite, on a les modalités thermiques, nos bonnes vieilles thermiques chaleur, glace, et ça fonctionne assez bien, sauf qu'on n'a pas beaucoup d'évidences extensives sur le sujet pour cette région du corps. Ensuite, on tombe dans la poncture physiothérapique avec les aiguilles sèches, ou dans le passé appelées aiguilles sous le derme. C'est des points gâchettes qu'on vient insérer des aiguilles à l'intérieur du muscle, qui est différent de l'acupuncture qui vient insérer des aiguilles vraiment dans des méridiens du corps. Donc, ils ont vraiment une map. Donc, c'est différent de ce qu'on fait en physiothérapie. Et pour les ponctures physiothérapiques, c'est bénéfique, surtout en comparaison au placebo. Mais il faut garder en tête qu'il y a seulement une étude qui a été faite pour le moment dans la mâchoire. Donc, vous avez des beaux tableaux résumés comme celui-ci dans notre article. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller le consulter. Les maux de tête maintenant. La physiothérapie est l'option la plus commune de traitement. En fait, 12 à 52 de la population générale consulte en réadaptation pour ceux-ci. D'après les classifications internationales, on a deux types, les primaires et les secondaires. Ce que ça veut juste dire que la condition, c'est en elle-même, c'est un maux de tête, bien, on l'appelle primaire. Et si elle découle d'une autre condition, ça veut dire qu'elle est appelée secondaire. Et dans les cas secondaires, on peut avoir des combinaisons. Par exemple, des maux de tête de type cervicogénique, c'est-à-dire ceux qui viennent de votre cou et qui donnent des maux de tête, et quelqu'un qui peut avoir aussi également des problèmes de maux de tête dus à leur mâchoire. Ça peut être aussi indicatif de conditions graves. Donc, si vous voyez ça en clinique, n'hésitez pas à consulter avec le médecin pour votre patient. Gardez ça en tête.
Donc, ce qu'on a fait dans notre article, c'est qu'on a fait un beau petit algorithme ici qui suggère quoi faire et quel ordre est entre la physiothérapie et le dentiste pour les maux de tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous pouvez garder ça en tête, un algorithme qui vous facilite la vie, dans le fond. Donc, pour les maux de tête, l'équipe multidisciplinaire est recommandée, comme toujours. Pour les migraines, spécifiquement, l'exercice aérobique est très bon et la thérapie manuelle peut aider dans les douleurs péricrâniennes. Pour les maux de tête de tension, donc ceux vraiment autour qui créent un bandeau, c'est le relâchement des points gâchettes qui fonctionne et l'entraînement des muscles crânio-cervicaux. Pour les maux de tête cervicogéniques, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est les douleurs de tête qui viennent de notre cou. C'est les exercices de thérapie manuelle par la mobilisation et manipulation spinale qui sont les plus efficaces en termes de mobilisation et les exercices, bien entendu, qui aident. Encore notre beau petit tableau qui résume tout. Les évidences sont basses, rien de nouveau, mais c'est surtout à cause que la classification des maux de tête est mal faite souvent dans nos recherches. Maux de tête est un peu utilisé libéralement dans nos articles, donc c'est un peu difficile de comparer si on parle vraiment d'un maux de tête migraine ou maux de tête de tension, et ce n'est pas parce que ce n'est pas efficace. Ensuite, les désordres du sommeil. C'est une nouvelle avenue que j'explore dans mon doctorat. Qu'est-ce que c'est les désordres du sommeil? C'est plusieurs désordres qui apparaissent lors du sommeil. Un exemple, l'apnée du sommeil. Ça cause un arrêt complet de la respiration, ou ce qu'on appelle apnée, ou une réduction de l'entrée d'air qu'on appelle hypopnée. C'est associé chez notre patient à des symptômes comme la somnolence, la fatigue ou des conséquences sérieuses de santé secondaire comme problèmes cardiaques. Le type le plus commun, c'est l'apnée obstructive du sommeil. On voit un petit peu la photo ici, comment ça se passe. C'est vraiment une obstruction des voies supérieures lors de la respiration. C'est soit l'affaissement des voies respiratoires en arrière ici que vous voyez, ou simplement la langue ici qui s'effondre et qui tombe en arrière, qui bouche le trou parce que l'air devrait rentrer. Le traitement principal en ce moment, c'est l'appareil en pression positive, la PPC, ou plus connu sous l'acronyme CPAP. Le problème avec ce traitement-là, c'est qu'il y a une adhérence modeste. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie? On peut faire de la thérapie myofonctionnelle. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez les petites photos ici. C'est des exercices isotoniques, isométriques, dirigés vers les structures oropharyngées, c'est-à-dire la gorge de la langue. On peut diminuer l'index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre de réductions d'air versus arrêt complet d'air. C'est comme ça qu'on mesure l'apnée du sommeil, la sévérité. On diminue de plus de 50% chez les adultes et de 62% chez les enfants. Ça, c'est une étude, une revue systématique qui a été faite en 2015, donc c'est très prometteur pour notre profession. Ensuite, on peut aussi faire des exercices aérobiques de renforcement avec ou sans supervision, qui peut diminuer également ce même index, sans nécessairement une perte de poids, ça fonctionne quand même. Ensuite, on peut faire une stimulation électrique, donc le NMES. Donc, on vraiment l'applique au muscle dilatateur des voies respiratoires, puis ça peut restaurer le tonus neuromusculaire et augmenter le tonus des voies respiratoires également. Les évidences, sont très basses à modérées parce que c'est une technique relativement modérée. Les études pilotes sont plus petites en ce moment, donc c'est vraiment dû à des échantillons plus minimes qu'on a des évidences plus basses. Mais on travaille dessus, on va améliorer ça avec le temps, mais c'est définitivement quelque chose de très prometteur dans les chiffres en ce moment. Ensuite, un autre désordre du sommeil qu'on retrouve, c'est le bruxisme, notre dernière condition de la journée avec moi, qui est, dans le fond, le serrement des dents ou le grincement des dents durant la nuit, qui peut amener vraiment des problèmes dentaires, des hypertrophies musculaires, des douleurs à la mâchoire. Le traitement principal, c'est le port d'orthèse. Puis, en physiothérapie, dans le fond, tout ce qui est péri autour de la mâchoire peut aider. C'est bas. Par contre, c'est surtout au niveau des évidences parce qu'on a une limitation encore au niveau des études. Donc, vous voyez qu'il y a comme un thème récurrent, qu'il y a un petit peu de limitation dans ces recherches-là. Mais en conclusion, il ne faut pas oublier que la réadaptation est un mode de traitement possible pour les douleurs orofaciales, les maux de tête et les désordres du sommeil. La réadaptation a énormément d'options de traitement, mais les évidences sont encore faibles. Donc, pour pallier à ça,
On fait une approche interdisciplinaire pour améliorer le traitement de nos patients. Il faut individualiser notre approche par rapport aux patients et le type d'intervention qu'on choisit. Et on va améliorer avec le temps les évidences scientifiques, mais juste garder en tête que ce sont toutes des options de traitement plausibles qui peuvent beaucoup aider votre patient, dépendamment de s'il y répond ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Jackie. Alors, le temps pour arrêter de partager ton écran et on laisse à Isabelle de partager son propre écran. On peut prendre une question très rapide, peut-être pour les fins de clarification. Sinon, on peut directement procéder avec la présentation d'Isabelle, étant donné que nous avons 3 présentations d'aujourd'hui. Donc, peut-être c'est ça ce qu'on va faire. Alors, Isabelle, c'est à toi. Et puis, il faut juste ouvrir ton micro, Isabelle. Oui, c'est bon. Merci. OK. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, c'est, dans le fond, ça fait partie de mon projet d'études de maîtrise en sciences de réadaptation. Donc, c'est une revue de littérature sur les approches de stimulation tactile en réadaptation pour traiter l'allodynie. Donc, j'ai fait sous la supervision de Daniel Bourbonnais et de Joseph Omer-Dyer. Donc, les lésions nerveuses périphériques focales, ben, il y a une incidence de 5 par an, dont une grande majorité aux membres supérieurs. Les étiologies ben, sont le plus souvent mécaniques, c'est-à-dire trauma, compression, lacération, coupure, etc. Donc, c'est souvent ce qu'on va voir aussi arriver dans nos bureaux là, en réadaptation. Les lésions nerveuses périphériques, ben, ils peuvent entraîner ensuite des déficits sensitifs qui sont cutanés, donc au niveau de la peau, comme des engourdissements ou encore même des douleurs neuropathiques, dont l'allodynie. Et l'allodynie mécanique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est défini comme une douleur qui est provoquée par un stimulus mécanique, comme par exemple le toucher, qui normalement, bien, le toucher, ça serait non douloureux. Dans le cas de ces patients-là, c'est douloureux. L'allodynie, elle résulterait de quoi? Bien, selon les recherches actuellement, c'est que ça résulterait d'une diminution du seuil de perception de la douleur en fonction de l'intensité du stimulus mécanique. Pour l'illustrer, si on veut se mettre un peu à la place d'un patient, imaginez que votre main devienne hypersensible, comme si vous aviez un gros coup de soleil avec des cloques. Je suis sûre que vous avez vraiment beaucoup de difficultés à prendre des objets dans votre main. C'est pourquoi bien, les personnes avec l'allodynie sont souvent référées en ergo et en physio parce que l'allodynie va limiter leur capacité et habitude de vie. Par exemple, bien, ça peut limiter le port de vêtements. Ça peut limiter l'utilisation d'un clavier ou encore, en impossible, l'utilisation d'outils comme par exemple une perceuse. En plus, l'allodynie va limiter nos interventions thérapeutiques en réadaptation, surtout celles qui nécessitent le toucher, comme par exemple la thérapie manuelle, le massage de cicatrices ou encore, par exemple, un port de gants compressifs, ça serait vraiment douloureux. Donc, et à l'heure actuelle, un des problèmes, c'est que il y a peu d'interventions qui ont démontré leur efficacité pour traiter cette condition en réadaptation. Donc, c'est vraiment notre problématique. En clinique, les deux qu'on utilise, donc que les gens vont utiliser couramment, c'est la désensibilisation et la méthode de rééducation sensible de la douleur. Donc, c'est 2 techniques qu'on va utiliser pour rééduquer l'allodynie. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de synthèse de littérature qui décrit ce programme, ni leur effet sur l'allodynie. Donc, en fait, là, on ne sait pas trop, c'est-tu efficace, c'est pas efficace, lequel serait mieux, lequel choisir. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire une recension systématique sur ces programmes-là, donc qui va être publié dans le Journal of Hand Therapy, qui est accepté, là, ça va apparaître probablement dans les prochaines semaines ou prochains mois, donc il suffit que ça soit publié par le journal. Les objectifs de cette recension-là, c'est de justement répertorier l'éventail des approches, c'est-à-dire on en connaît 2, mais est-ce qu'il y en a plus, peut-être dans la littérature? C'est quoi leur efficacité et c'est quoi leur niveau d'évidence? Donc, la méthodologie, c'est une recension systématique, comme on a dit, donc qui est basée sur Prisma, qui est un standard international. Avec des critères de sélection, ça prenait une lésion nerveuse périphérique ou encore la preuve de douleur neuropathique. On voulait que les gens aient de l'allodynie à la main et que ça soit une approche de stimulation tactile qui existe. Et on est allé regarder justement dans 4 bases de données reconnues pour chercher nos articles.
Finalement, ben, on a d'abord trouvé 1500 articles pour finalement, là, vous comprendrez avec la réduction, les critères, etc., finir avec 7 articles qu'on a gardés et analysés. Donc, les résultats de cette recension-là, bien, comme on dit, il y a 7 articles qui sont retenus. Au niveau des devis, on a dans le fond 2 fois des études de cas, une fois prospective, une fois rétrospective, donc ça veut dire qu'on est allé voir dans les dossiers. Un case report, une étude expérimentale et une étude de preuve de concept. Au total, si on additionne les participants des 7 articles, on avait 218 participants. Et finalement, les interventions, on est revenu à ce qu'on connaît justement en clinique déjà, il n'y en a pas plus. C'est la désensibilisation et la méthode de rééducation sensible de la douleur, respectivement avec 4 et 3 études qu'on a trouvées. Au niveau de la population qui a été étudiée dans ces 7 articles-là, dans le fond, une des choses qu'on remarque d'abord, c'est que c'est hétérogène. Donc, je n'ai pas pu pool finalement là, mes études ensemble parce que la population était trop différente. Donc, on avait soit des blessures à la main, membre supérieur, d'avoir douleur neuropathique, mais avec des étiologies très variées. On a une étude sur les grands brûlés, une étude sur le syndrome douloureux général complexe et une étude là, qui est le case report sur le painful hand and moving fingers. Au niveau de l'intervention, donc ça, c'est dans les choses là, que je trouve intéressantes pour la clinique, d'aller comparer ça puis de se donner un peu une idée là, en clinique, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bien, au niveau de la MRSD, donc méthode de rééducation sensitive de la douleur, ce qu'on remarquait, c'est que le protocole était standardisé d'une étude à l'autre. Donc, c'est toujours le même protocole qui est utilisé, ce qui est facilitant en clinique. Au niveau de la désensibilisation, bien, vraiment, le protocole variait d'une étude à l'autre. En MRSD, c'est vraiment une texture très douce qu'on va utiliser, donc exclusivement texture douce, comme souvent les articles qu'on va mentionner là, soit la fourrure. C'est quelque chose qu'on va faire quotidiennement, 8 fois par jour et pour 1 minute. Donc, vraiment très standardisé. Tandis que du côté de la désensibilisation, la différence, c'est que les textures vont être variées. Donc, ça, des particules, textures, hydrothérapie, etc. Donc, on va avoir plus de médium pour travailler. Et la fréquence et la durée vont varier entre 1 et 10 fois par jour et 1 à 10 minutes. Donc là, c'est quelque chose qui va varier d'un article à l'autre. En plus, la MRSD rajoute un petit pas là, à l'intervention au niveau du protocole. On va demander aux gens de diminuer, voire éviter le contact cutané avec la surface allodynique. Leur but, c'est de ne pas trop sensibiliser le système nerveux central en même temps qu'ils essaient de rééduquer le système nerveux. Au niveau de l'intervention, il y a aussi des choses qui varient là, entre les 2 interventions. C'est la zone dans laquelle on va stimuler, dans le fond, avec ces textures-là. La MRSD, par exemple, si on a l'allodynie à la main ici avec l'étoile rouge, la MRSD, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être à distance du territoire allodynique, on ne sera pas dessus. On va être en proximal généralement. Fait que, par exemple, la stimulation peut être sur l'avant-bras, le bras, l'épaule ou encore sur le tronc. La désensibilisation, ça va vraiment varier selon les études. Soit qu'on va être directement sur le territoire qui est allodynique, soit qu'on va être en bordure du territoire, ou même, on a une étude, on parlait de faire la désensibilisation en contralatéral. Donc là, on voit là que ça change un petit peu plus d'une étude à l'autre, encore une fois. Ensuite, l'ajustement des paramètres. Donc, ça aussi qui était intéressant de voir comment on fait pour choisir là, la durée, les textures, etc. Donc, pour la MRSD, c'était toujours sous le seuil de douleur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller activer les douleurs de la personne, on ne veut pas les augmenter. Comment on va ajuster? Bien, c'est en fonction de la zone de stimulation. En fait, plus on s'éloigne de la zone, moins il y a une chance d'avoir de douleur. Et au niveau de la durée, c'est-à-dire qu'on permettait 1 minute de stimulation ou moins longtemps. Donc, on va ajuster ces 2 paramètres-là. Du côté de la désensibilisation, tous les articles s'entendaient aussi pour dire que c'était sous le seuil de la douleur ou tolérable. Donc, on ne parlait pas de douleur, mais de tolérable. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont ajuster? Encore une fois, la zone de stimulation, la durée, qu'on avait entre 1 et 10 minutes. Mais également, eux, en plus, vont ajuster le type de texture, la particule de fond plus doux ou plus rugueux, etc. En gros, ce qu'on retient, c'est que ce qui est commun vraiment à ces 2 méthodes-là, selon la recension systématique, c'est qu'on ne va pas augmenter la douleur. Soit qu'on est sous le seuil de la douleur ou encore tolérable là, pour la désensibilisation. Les résultats, dans le fond, au niveau du changement dans la douleur, bien, il y a 3 variables qui ont été regardées. L'intensité de la douleur, donc qui n'est pas spécifique à la douleur neuropathique, mais comme par exemple avec un EVA, un McGill Pain Questionnaire, la surface de l'allodynie et la sévérité de l'allodynie. Donc, surface de l'allodynie qu'on va mesurer avec justement un monofilament qu'on va cartographier et la sévérité de l'allodynie qu'on va regarder là, avec un seuil à la pression avec des monofilaments. On va regarder le plus petit qui fait mal.
Au niveau des résultats, ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, la douleur va diminuer. Donc, dans les deux cas, on voit que ça pourrait fonctionner. La MRSD, on voit là, entre 20 et 30 de diminution là, sur le QDSA, qui est le McGill Pain Questionnaire, en environ 3 mois. Et la désensibilisation sur l'EVA, on voit qu'une diminution entre 6 et 15 mm sur l'EVA. Donc, à première vue, on dirait que la désensibilisation, c'est un peu moins efficace, mais il faut se rappeler que c'est sur 6 semaines et non pas sur 12, comme la MRSD qui ont été fait des études. Pour la surface allodynique, donc, dans les deux cas, là, vraiment, on a une diminution. Donc, la MRSD, là, il y a une étude de Nedelec qui disait qu'il y avait une diminution significative. On ne sait pas exactement la surface, mais on sait que pour eux, c'est significatif sur 12 semaines. Une autre étude avait carrément une résolution complète de l'allodynie, ce qui est intéressant. Du côté de la désensibilisation, bien, là, on avait une mesure en millimètres carrés là, qui était de 850 en 6 semaines, ce qui est bien aussi. Et une diminution de 48 dans une petite étude en 24 heures. Toutefois, cette étude-là, il faut se questionner parce que c'est sûr que quand on fait une étude sur 24 heures, on se demande ce qui se passe là, ensuite dans les prochaines semaines avec ces patients-là. C'est un résultat là, qui va rester stable. Donc, en bref, les deux peuvent aider pour ça. Pour la diminution de la sévérité allodynique, comme on dit, le plus petit monofilament là, qui crée de la douleur. Au niveau de la désensibilisation, c'est quelque chose qui n'a pas été évalué du tout dans toutes les études qu'on a répertoriées. Au niveau de la MRSD, bon, on voit qu'on a quand même une amélioration. Soit il y en a qui calculent en pourcentage, donc en niveau de sévérité, pour eux, c'était le nombre de monofilaments là, qui changeait. Par exemple, de 3,6 grammes à 8,7 grammes, par exemple. Et là, on voit là, justement qu'en 3 mois, on a une diminution. Donc, on a une diminution, mais ce n'est pas nécessairement à résorber non plus en 3 mois. Donc, ça nous donne déjà un indice là, que ça prend plusieurs semaines à régler cette problématique-là. Donc, en gros, bien, les études semblent démontrer qu'on peut avoir une diminution de douleur d'allodynie avec la désensibilisation ou la MRSD. Donc, ça semble être ça. Toutefois, bien, les niveaux de preuve sont bas. Il faudrait vraiment les améliorer. Pourquoi? Bien, les populations sont hétérogènes, donc je ne suis pas capable d'additionner mes résultats, donc je suis obligée de les analyser séparément. Également, à l'intérieur des études, il y en a qui avaient des étiologies variées, donc ça ne nous aide pas non plus. Donc, idéalement, qu'une population plus homogène. Au niveau de la désensibilisation aussi, il faudrait que la standardisation du protocole soit améliorée. Ça serait aussi un gros plus pour la clinique. Ensuite, bien, ça nous prendrait des études avec devis comparatif parce que là, je n'ai pas de comparaison, par exemple, avec un placebo ou avec une autre intervention. Donc, ça ne nous permet pas de voir est-ce que c'est plus efficace qu'autre chose ou que juste le décours normal là, du temps. Aussi, bien, nos mesures, c'est juste la douleur. Donc, on n'est pas allé chercher des mesures spécifiques à la douleur neuropathique, comme par exemple, on aurait pu prendre un DN4 ou un Neuropathic Pain Symptom Inventory. On aurait été un peu plus précis là, sur nos résultats. Également, bien, il faut se questionner, ces gens-là, la douleur va diminuer, mais est-ce que vraiment ça va changer leur capacité? Est-ce que vraiment ça va changer leur qualité de vie? Donc, idéalement, là, dans les prochaines études, là, il devrait avoir, par exemple, un DASH qui est fait ou, par exemple, un SF12. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même ça qu'on s'aligne à faire là, pour nos prochaines études, d'intégrer tous ces paramètres-là quand même. Au niveau des implications cliniques, donc là, ce n'est pas nécessairement la recension systématique comme telle, mais je donne des petits cues, et je sais aussi là, qu'il y a des cliniciens là, qui assistent aujourd'hui. Donc, après tout ça, là, on a débriefé en équipe, on s'est dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on retient là, de cette recension-là? Bien, en gros, c'est que 2 principaux types d'approches, la désensibilisation ou la MRSD. La posologie, peu importe lequel vous allez prendre, c'est quelque chose qui doit être fait quotidiennement. C'est-à-dire que le rendez-vous en clinique, là, une fois par semaine, n'est pas suffisant. Le patient doit en faire à domicile tous les jours. Et ça, plusieurs fois par jour et de courte durée. Donc, ce n'est pas seulement une fois par jour, 30 minutes qui va fonctionner, mais plutôt plusieurs fois par jour, des courtes durées. Et une chose très importante qui revient dans les 7 articles, c'est qu'il faut vraiment ajuster, graduer l'intervention en fonction du confort du patient, soit tolérable ou encore aucune augmentation de douleur. Là, par exemple, pour la MRSD, on veut vraiment graduer ça. Et l'autre chose à retenir, c'est que ça prend plusieurs semaines de traitement avant d'obtenir des résultats qui sont significatifs. Donc, il faut être patient. En conclusion, l'allodynie, ça a un impact là, sur les capacités et habitudes de vie. C'est ce qu'on remarque en clinique, c'est ce que nos patients vont nous rapporter. En réadaptation, on a peu d'options de traitement avec des évidences à l'appui. Les 2 approches qui existent qu'on va utiliser, c'est la désensibilisation, la MRSD, qui sont des approches, en tout cas, complémentaires à connaître à utiliser.
C'est-à-dire que les évidences qu'on voit aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est de retenir qu'on devrait connaître ces deux méthodes-là, puis que si une ne fonctionne pas, on peut se rabattre sur l'autre aussi parce que les deux là, semblent vraiment là, au même niveau d'évidence pour le moment. Le choix va être basé sur votre raisonnement clinique, c'est-à-dire, est-ce que le patient a déjà essayé une technique, donc finalement, je vais aller vers l'autre, son niveau de douleur, son niveau de confort. Donc, ça c'est vraiment là, le raisonnement clinique pour l'instant qui va nous guider, les évidences étant insuffisantes. Et justement, ce qu'on veut dans le futur, c'est augmenter le niveau des évidences scientifiques, évaluer les impacts sur les capacités, habitudes de vie, paramètres qui nous intéressent énormément en réadaptation. Donc, j'espère que cette présentation vous a été utile, autant en recherche qu'en clinique. Et puis, j'attendrai vos questions, soit maintenant ou à la fin. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense qu'on va procéder directement avec la dernière présentation. Donc, de cette façon, nous aurions au moins 10 minutes pour prendre les questions, les commentaires. Donc, voilà, Max, c'est à toi. Un petit moment, je m'en viens. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Merci les deux filles. C'est bien intéressant vos présentations, comme d'habitude. Merci au CRIR, merci à toutes les organisatrices là, pour leur flexibilité et de nous donner cette plateforme-là de pouvoir parler de nos projets. Donc, moi, c'est Maxime Miro. Je suis aussi un ergothérapeute et étudiant au PhD à ma deuxième année sous la direction de Joanne Higgins, qui est au CRIR, et Manon Choignard, qui est au CHUM. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact de la neuroéducation sur l'expérience d'une douleur ostéo-arthritique. Donc, quelques fun facts. L'arthrite, c'est une maladie de l'articulation qui affecte beaucoup de monde au Canada et aussi au niveau mondial. Donc, on parle d'un adulte sur 8 environ. C'est une condition qui affecte beaucoup de personnes et affecte les personnes souvent en âge où est-ce que c'est leurs meilleures années de travail. Donc ça a un impact aussi au niveau de les coûts que ça peut engendrer et puis sur le niveau de vie des personnes. Donc, dans le fond, ça va affecter leur niveau de qualité de vie, le niveau de fonctionnement et puis et à domicile et au travail. C'est un des diagnostics douloureux chroniques les plus prévalents, donc avec la fibromyalgie puis les lombalgies. Et il y a déjà une belle panoplie là, de choses qu'on peut faire en thérapie pour la réadaptation, mais les évidences, ou en tout cas les répercussions sur le fonctionnel sont bonnes, mais sont quand même limitées. Et puis souvent, les personnes ont quand même mal et finissent par avoir besoin d'avoir une chirurgie. Donc ça, c'est une des études que j'ai faites avec ma directrice, Joanne, où est-ce qu'on avait fait des entrevues auprès des personnes qui allaient avoir une chirurgie au niveau du poignet pour leur condition d'ostéoarthrose. Et puis, même si ce n'était pas pour cette raison-là qu'on faisait l'entrevue, c'était avec un autre devis, mais je trouve ça quand même pertinent de relever quelque chose qu'on m'avait déjà dit. Donc, que la personne ne comprenait pas ce qui se passait parce que même si elle avait eu une chirurgie qui était soi-disant supposée régler ses problèmes de douleur, eh bien, elle avait plus mal qu'avant. Et puis là, ça a vraiment mis en relief la problématique que certaines personnes avaient dans ce contexte-là au niveau de la pré-chirurgie. Et puis, dans le fond, ça m'a donné l'idée de voir si on pouvait faire quelque chose avec ces personnes-là au niveau pré-chirurgie. Parce que qu'est-ce qu'on m'avait expliqué, c'est que les personnes qui étaient acceptées pour vasectomie, donc la chirurgie dont je vous parle, eh bien, on lui parlait des choses plutôt techniques. Donc, OK, vous allez venir telle journée, et puis on va faire une anesthésie locale, et puis voici ce qui va se passer, vous allez me dire comment que ça va, votre ressenti, etc., etc. Mais il n'y a rien qui est dit au niveau de la douleur. Et puis, gentiment, avec ce que je connais de la littérature, ben, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, quitte à être spontané. Donc, c'est-à-dire avant la chirurgie, d'avoir une séance avec un thérapeute, par exemple, et puis expliquer c'est quoi les mécanismes de douleur. Et puis, c'est ça qu'on appelle finalement la neuroéducation.
Donc, moi, j'ai choisi de faire une revue critique, donc parce que je n'avais pas beaucoup d'articles finalement là, quand j'avais commencé ma revue de la portée. Et puis, c'est un petit peu de critiquer, d'analyser ce qui était déjà fait pour en sortir des éléments intéressants à éventuellement là, étudier. Donc voilà, moi, contrairement à mes collègues, j'ai pas été accepté pour mon article. C'est encore dans les débuts là, au niveau de la construction. Donc, un mot sur la neuroéducation des douleurs. Donc, je vais aller un peu plus en détail tantôt, mais généralement, ce qui est ressorti, c'est que c'est une approche qui est super intéressante pour les douleurs musculo-squelettiques. Donc, on prend, dans ce que j'ai pu relever, on prend soit une fois de manière spontanée ou plusieurs fois, j'ai vu jusqu'à 4 fois, où est-ce qu'on parle de la douleur avec notre patient. Et puis, non seulement ça a un impact directement sur sa connaissance de sa douleur, donc on pourrait faire des liens par rapport à comment que la personne est apte à s'autogérer par rapport à la douleur. Mais il y aurait aussi des données intéressantes au niveau de l'amélioration par rapport à la fonction, de limiter l'handicap et de remettre la personne en mouvement. Donc, c'est des choses quand même intéressantes. Et puis, si on regarde d'un point de vue plus systémique, ça pourrait avoir des impacts au niveau de l'utilisation des services de santé. Donc, avoir un effet positif chez la personne, mais aussi d'un point de vue plus général de la société. J'avais envie de vous partager une petite anecdote, puis je vais faire le lien tantôt. La photo à gauche, c'est moi et mon beau-père, Mario Gelfusa, et lui est thérapeute sportif. Et puis, il m'a toujours dit quand j'étais jeune que quand tu te blessais à la tête, que ce soit à cause que tu avais reçu un coup, parce que j'ai fait beaucoup de sports de contact, donc il me disait, si tu reçois un coup, eh bien, ça se peut que les neurones, ils vont mourir. Et puis, si les neurones meurent, ben, ils ne peuvent pas se régénérer, puis c'est mort, puis il faut que tu fasses avec. Et puis là, à travers mes études, je suis tombé sur le bon petit TED Talk de Sandrine Turette. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut. J'ai mis le petit lien YouTube là parce que je trouve ça super intéressant. Où est-ce qu'elle nous parle comme quoi que dans certains endroits dans le cerveau, notamment là, à l'hippocampe, on peut faire la neurogénèse, donc créer des cellules si on a les conditions idéales. Donc, si on est en santé, si on mange bien, si on bouge, etc., etc. Et puis, dans le fond, cette région-là du cerveau, ça a une influence sur les émotions, sur la mémoire, et puis sur d'autres paramètres plus cognitifs, ce que je trouve vraiment intéressant quand on peut parler de douleur. Parce que finalement, quand on a mal, eh bien, oui, il y a des changements, comme Isabelle nous a dit, au niveau périphérique, mais gentiment, on apprend que, ben oui, il y a des changements au niveau plutôt centraux. Donc, quand on apprend quelque chose dans notre vie, puis on est capable de généraliser, bien, on sait qu'il y a certaines régions dans le cerveau que la connaissance est consolidée. Et puis c'est ça, dans le fond, le cerveau a changé, soit via des nouvelles connexions ou soit, dans le fond, avec des nouvelles cellules qu'on peut créer. Et puis, dans le fond, si jamais vous voulez lire un peu plus, l'étude à gauche de mon collègue René Pelletier, super intéressant, dans le fond, qui fait le lien entre l'aspect neuroplastique du cerveau pour mieux comprendre là, les désordres d'ordre musculo-squelettique. Et puis, dans le fond, dans cette étude-là, il nous met en relief le fait que quand on est capable de mettre une bonne intervention, eh bien, puis de manière répétitive et qu'on comprend ce qui se passe, eh bien, on peut engendrer des changements positifs. Non seulement au niveau cérébral, mais aussi au niveau des choses plus qui nous intéressent, nous, en tant que thérapeute, donc au niveau clinique. Donc, pour faire le lien avec ce que je vous disais tantôt, c'est que finalement, oui, on arrive à faire ça, autant que la douleur va changer le cerveau, que si on est capable de mettre une bonne thérapie, qu'on comprend ce qu'on fait, puis on le fait de manière répétitive, eh bien, ça peut changer dans le positif. Donc là, on parlait de maladies chroniques musculo-squelettiques. L'ostéoarthrite, ça en fait partie. Et puis, dans le fond, il y a des évidences plus récentes qui nous parlent de ça, comme quoi que peut-être pas tous les patients qui ont de l'ostéoarthrite qui vont avoir, on va dire, une hypersensibilité du système nerveux central, mais il y aurait certains sous-groupes. Ça, je vais revenir dessus un peu plus tard au niveau de la notion de sous-groupe, parce que ça me parle particulièrement, parce que je me dis, quand on fait une thérapie avec quelqu'un, il y a très certainement des personnes avec qui ça fonctionne mieux que d'autres. Puis si on y pense, bien, on arrive peut-être à avoir un peu le profil type. Et puis ça, c'est aussi une parenthèse, un peu une critique des articles que j'ai réussi à relever.
Donc, je vous parle de la méthodologie des articles que j'ai relevés pour arriver aux fins de ce projet-là. J'ai utilisé moi aussi là, une méthodologie qui est établie au niveau de la communauté scientifique. Et puis, dans le fond, c'est ça. Mes critères de sélection, c'est de voir les personnes qui avaient des douleurs ostéo-arthritiques. J'ai pris les endroits les plus prévalents, donc au niveau du rachis, de la hanche, du genou et de la main. Et puis, les modalités, j'ai dû m'adapter souvent parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises de l'avant. Donc, ce n'était pas juste neuroéducation, mais il y avait l'éducation au patient, il y avait la neurophysiologie, etc. Et puis, il y avait aussi plusieurs aspects d'ordre plutôt psychologique. Donc, où est-ce qu'on faisait la neuroéducation avec une composante de thérapie cognitivo-comportementale, d'où pourquoi j'ai rajouté les interventions psychologiques. J'ai utilisé 3 bases de données pour arriver à mes fins. Et puis, c'est ça, comme Isabelle parlait, moi aussi, j'ai fait un petit arbre. J'ai trouvé beaucoup d'articles. De ces articles-là, quand j'ai enlevé tous les duplicata et toutes les erreurs, je suis arrivé avec 43 articles que j'ai lus. Et puis, j'en ai retenu 6. Donc, c'est très peu là, par rapport à ce que j'aimerais faire, mais ça peut déjà commencer à amener de l'eau au moulin. Donc, les interventions dans ces articles-là sont ceux que j'ai mis ici. Ceux qui sont fans de toutes, on va dire, les thérapies par la parole, on va dire, là, au niveau de l'imagerie, au niveau de qu'est-ce qu'on peut enseigner à nos patients, on remarque qu'il y a Explain Pain. Donc, ça, c'est un devis, là, qui est, pas devis, mais plutôt une modalité qui a été développée en Australie par le laboratoire de Lorimer Moseley et Dr. Butler. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on voyait vraiment souvent. Mais il y avait aussi d'autres modalités. Donc, pourquoi que je vous dis ça ici, c'est que finalement, non seulement dans les études que j'ai relevées, c'était très hétérogène. Donc, il y avait définitivement des populations ostéo-arthritiques, mais il y en avait d'autres. Mais il y avait aussi une grande hétérogénéité par rapport aux modalités. Donc, oui, il y avait, on va dire, la modalité qui sortait le plus, c'était celle de Explain Pain, donc celle des laboratoires que je viens juste de vous mentionner. Mais il y en avait plein d'autres. Puis, tu sais, c'est pas tout à fait toujours clair qu'est-ce qui est vraiment fait au niveau de la neuroéducation. Donc, est-ce qu'on parle des mécanismes de sensibilité? Est-ce qu'on parle plutôt des aspects psychologiques et l'influence du stress par rapport à la douleur? Donc, pour ça, pour moi, ce n'était pas toujours très clair, même s'il y avait quand même certains éléments qui s'entrecoupaient. Donc, voilà. Puis, dans les résultats que j'ai pu avoir et que j'ai essayé de mettre en relief, c'est qu'au niveau de la neuroéducation de la douleur, on voit qu'il y a un certain effet au niveau de la douleur, mais que quand on parle de cliniquement significatif versus statistiquement significatif, c'est deux choses qui sont différentes. Hein? On peut avoir quelqu'un qui nous dit « Ben oui, moi j'ai moins de douleur, puis ça m'empêche, ça m'empêche, mais ça me permet de faire beaucoup plus de choses à la maison. » Mais finalement, on parle peut-être d'une réduction de douleur de 2. Tu sais? Alors que quand on fait tout un gros rassemblement, ben finalement, ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, un petit bémol à ce niveau-là, qui aurait un effet temporel, c'est-à-dire que pour certaines études qui retestaient les patients 3 mois après les interventions, que ça durait. Donc, ça l'ajoute dans le fond dans les points positifs, mais que ce n'était pas concluant pour toutes les études. Ou qu'il y a d'autres études qu'eux, ils n'ont même pas fait l'effet, ils n'ont pas fait un deuxième test dans le temps. Un autre point positif, qu'il y aurait l'hypersensibilité qui serait réduite. Donc, ça, c'est les effets sur la douleur. Les effets sur les aspects psychologiques, donc on parle de kinésiophobie, donc d'avoir peur au niveau de la douleur. Ça leur a été réduit de manière significative. Même chose au niveau des cognitions mal adaptées, comme la catastrophisation de la douleur. Ce que j'ai voulu faire en vous présentant ce tableau-là, c'est de mettre à gauche les choses qui sont très utilisées et très évaluées. Puis sur la droite, les choses qui sont un petit peu moins évaluées. Donc, quand on parle de fonctionnement, on évalue la marche, puis on voit que finalement, il n'y a pas tant de différence. Mais on n'a pas fait d'évaluation au niveau de la qualité de vie et de la participation sociale. Bon, moi, ce serait quelque chose que j'aimerais éventuellement tester parce que, oui, on peut peut-être pas avoir de douleur qui a baissé de manière significative, mais au final, si la qualité de vie et la participation dans les activités de tous les jours, puis les activités signifiantes de la personne a augmenté, moi, je considère que c'est mission accomplie. Donc, bref, il y a un petit peu d'avancement à faire à ce niveau-là. Sinon, dans le fond, c'est ça. Moi aussi, ma petite critique par rapport à ce que j'ai pu relever de la neuroéducation, c'est que c'est ça, les populations sont homogènes, donc il y a beaucoup de diagnostics. Que dans le fond, il n'y a pas vraiment... On en fait mention une fois,
et comme quoi que la neuroéducation au niveau des populations ostéoarthritiques pouvait avoir un effet, mais que de faire des sous-analyses, donc de stratifier avec d'autres types de personnalités, par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du modèle peur-évitement, des personnes qui sont endurantes dans leur douleur. Donc, moi, je trouve que ce serait quelque chose d'intéressant parce que j'aurais une hypothèse à émettre là-dedans, comme quoi que potentiellement, la neuroéducation de la douleur pourrait avoir un plus grand effet chez ces populations-là versus une population plus modulante, donc une population elle arrive bien à gérer sa douleur parce qu'elle modifie soit son mouvement ou elle modifie son environnement. Souvent, les modalités qui ont été essayées ont été testées ensemble. Donc, non seulement qui ont été testées la neuroéducation de douleur, mais aussi la mobilité précoce. Donc, à voir si on pourrait mettre ça tout seul. Et puis, dans le fond, les qualités des recherches, donc c'est beaucoup là, de petites failles là, à mon sens. Un peu comme Isa disait tantôt, il y a d'autres mesures qu'on pourrait mettre là-dedans, notamment pour évaluer la participation sociale, la participation dans les activités importantes pour la personne et la qualité de vie. Conclusion et implication. Donc, moi, je trouve que c'est, avec ce que j'ai pu voir d'un point de vue de cette revue-là et aussi d'un point de vue clinique, je trouve que c'est un investissement qui vaut la chandelle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dangereux de faire de la neuroéducation de la douleur par rapport aux effets potentiellement positifs. Donc, à bien peser, là, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas assez de données pour dire que oui, hors de tout doute, c'est positif, mais que déjà avec les données qu'on a, il y a des promesses intéressantes. Et puis, il y a très peu d'effets indésirables. Autre chose qu'on a mis en relief dans les interventions, c'est l'aspect de lien thérapeutique et d'empathie. Donc, quand on parle de douleur avec notre patient, il sent écouter, donc c'est vraiment un truc positif. Et puis ça, j'ai déjà mentionné. Donc, pour les études futures, il y a d'autres conditions là, qui sont à l'étude. Donc, les chronic low back pain, donc les lombalgiques, et d'autres conditions préchirurgicales que je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai vu des choses au niveau du tunnel carpien, des remplacements total de la hanche et du genou, etc. Sinon, on s'est permis, à la fin de notre présentation, de faire un petit topo là, promotionnel au niveau de notre réseau commun, à moi, Isa et Jackie, qui s'appelle le Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur. Donc, on est un réseau très, très proactif pour justement faire le réseautage, créer des collaborations. Donc, on remercie le CRI de nous donner cette opportunité-là aujourd'hui. Donc, beaucoup d'étudiants qui sont en douleur font partie de ce réseau-là. Donc, si jamais vous êtes des chercheurs, vous posez des questions par rapport à c'est quoi ça, les initiatives du RQSD, bien, on a une page Internet, on a une page Facebook, on a une page YouTube, parce qu'il y a plein de contenus intéressants. Puis une des choses qu'on a développées, qui est vraiment, vraiment intéressant à mon sens, et qui va aussi dans le sens de la neuroéducation, eh bien, c'est les Pain Talks. Les Pain Talks, c'est une soirée gratuite où est-ce qu'il y a plusieurs conférenciers, des étudiants, des chercheurs de renommée nationale et internationale qui viennent nous présenter dans un format très, très convivial, très, très vulgarisé, leurs recherches. Donc, si jamais vous avez jamais entendu parler de ça ici, bien, je vous invite à nous suivre, soit sur notre page Facebook, comme je l'ai dit, Internet ou sur YouTube. Et puis, juste à titre promotionnel, on fait la prochaine édition à la Semaine nationale de la sensibilisation de la douleur chronique, qui est au 13 novembre à Sherbrooke. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup, Max. Super intéressant. Donc, nous avons 10 minutes. Puis merci à vous trois parce que vous étiez vraiment dans le temps. Alors, sans tarder, on peut maintenant prendre vos questions, vos commentaires. Je vous invite à utiliser le messagerie, le chat. Et aussi, j'invite Max, Isabelle et Jackie, si vous avez soit le TED Talks, le hyperlien ou des articles que vous aimeriez mettre directement dans les chats, parce que là, les participants peuvent les copier tout de suite. Là. Je pense que ça sera donc une bonne idée. Alors, je vais juste voir si nous avons des commentaires ou des questions. Donc, pas encore. En fait, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des petites mains levées. Là. Je ne sais pas comment on veut fonctionner avec ces personnes-là. Un instant. Est-ce que toi, tu les vois, Max? Attends, il faut que j'ajuste mon écran. Ça passe Nicole Lee.
mais je ne sais pas si c'était... si vous aviez vraiment levé votre main. Vous pouvez l'écrire dans le chat avant de répondre. Peut-être que c'était l'applaudissement. Ah! Que c'est tout à fait aussi très, très mérité. Moi, je dirais aussi peut-être parce que nous aimerions bien sûr mettre cette présentation sur le site Internet du CRIR. Donc, il y a une section, une nouvelle section Partageons nos savoirs. Donc, on va mettre cet enregistrement. Et puis, peut-être aussi, on peut mettre les hyperliens associés ou mentionnés dans votre présentation. Par exemple, ce réseau des étudiants. Ben, ce serait vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ouais, je vais faire ça volontiers. Oui, avec la douleur. Et il y avait aussi le TED Talk en lien avec la neuroplasticité. Puis, si vous avez aussi des articles, des hyperliens pour les articles, on peut aussi les mettre aussi au même endroit. Et peut-être alors une question à vous trois. Donc, c'est quoi en fait s'il y a, disons, en bon français, un take-home message pour soit vos collègues étudiants par rapport à votre démarche en recherche? Donc, est-ce que vous avez donc quelque chose, donc une astuce, une suggestion à partager, un conseil à partager avec vos collègues étudiants, que sera-t-il? Puis aussi pour les cliniciens, je sais que certains parmi vous, vous avez déjà mentionné des pistes. Est-ce qu'il y a d'autres à retenir? Donc peut-être d'abord au niveau à vous, collègues étudiants, est-ce que vous avez donc des conseils, des recommandations? Moi, j'en ai une rapidement, là. D'avoir un réseau, tu sais, les deux filles, on fait souvent des choses ensemble, on se parle beaucoup, c'est du monde qui m'entend bien. Même chose avec le réseau des étudiants chercheurs en douleur au Québec, là. D'avoir une belle communauté, là, ça fait du bien dans les moments difficiles, ils peuvent nous remonter. Dans notre raisonnement clinique, ils peuvent nous challenger. Donc, d'avoir une belle petite gang, là, c'est... Donc, j'entends bien qu'il y a donc un réseau, puis c'est bien, Max, parce qu'il y a déjà une question. Donc, si je vous invite à consulter le chat, là, donc il y a une question. Existe-t-il des formations spécifiques en physio pour le traitement des douleurs, des maux de tête et de troubles de sommeil? Je travaille au SAD et nos physios n'ont pas forcément des formations si spécifiques. Peuvent-elles aller les chercher à quelque part? Oui, ben, il y a beaucoup de formations spécifiques qui ne s'appellent pas nécessairement mots de tête. C'est ça, il faut aller chercher un petit peu plus, soit dans des cours de thérapie manuelle dans la région du cadran supérieur ou les cours de crânio-sacré qui existent également, qui sont donnés par Doreen Killens, et également les formations CRAFTA, dans le fond, qui parle autant des maux de tête que de l'articulation temporomandibulaire. Il y a également pour la mâchoire, si on veut approfondir au niveau de la mâchoire et des maux de tête, il y a également les trucs des cours plus rapides qui sont donnés par Erin Cox et Eve Chaput, qui peuvent être retrouvés entre les vignes, dans les systèmes Kinatex ou... Il faudrait que je retrouve le nom exactement, mais voici quelques exemples de ce qu'on peut aller rechercher là. Parfait. Merci, Jackie. On a encore quelques minutes, donc s'il y a d'autres questions ou commentaires. J'ai peut-être un truc à ajouter là, dans une des commentateurs. Bon, c'est dire que la personne disait que c'était très intéressant, mais que c'était trop rapide pour beaucoup de questions. Donc, c'est sûr que notre but aujourd'hui, c'était pas de vous faire un étendu de notre thèse de doctorat, mais plutôt de vous le présenter rapidement. Mais si jamais vous avez d'autres questions, peut-être que vous pourriez contacter le CRIR, puis on engage dans une discussion. Ou peut-être que vous avez déjà votre moteur de recherche préféré, puis vous pouvez aller regarder sur les douleurs orofaciale ou sur la rééducation sensitive ou sur la neuroéducation de la douleur. Donc, c'est un peu pour vous donner l'eau à la bouche pour plus.
Oui, mais je rajoute à ce que tu dis, Maxime. Tu sais, c'est sûr, là, des revues de littérature, là, c'est quand même des gros projets. Il y a énormément de données qu'on sort de là. Puis on vous a fait ça en comme 13-14 minutes là, chacun. Donc, c'est sûr que vous avez vraiment l'impression d'un survol, là. C'était le but aussi, là, c'était de survoler un peu nos projets. Mais c'est sûr que les trois, on reste vraiment disponibles là, si vous avez des questions par courriel. C'est déjà quelque chose qu'on fait régulièrement, là, répondre autant là, des questions pour les étudiants-chercheurs, les chercheurs ou les cliniciens. Donc, je pense que on pourra toujours donner nos courriels. Il y a le CRIR aussi, là, justement, là, qui est notre réseau de soutien là, à Montréal, qui peut probablement là, nous relayer là, les questions. Donc, Oui, et puis Isabelle, il y a, je pense, une question-commentaire dans le chat qui te concerne, je dirais directement. oui, parfait. Oui, je vais y répondre. Donc, oui, le commentaire qu'on dit qu'on est vraiment surpris que la désensibilisation puisse être efficace quand on connaît les phénomènes de sensibilisation responsables de l'augmentation de la leucémie. Quelqu'un qui croit à la MRSD et qui ne se permet vraiment pas changer pour la désensibilisation. En fait, il faut savoir que là-dessus, moi, j'ai quand même des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que je fais partie là, des co-auteurs du manuel de MRSD. Donc, c'est un protocole que je chéris quand même. Et puis, ben, j'ai été obligée d'être vraiment le moins biaisé possible avec d'autres personnes de l'équipe de recherche aussi. Et puis, on s'est rendu compte que dans les études, bien, pour l'instant, c'est côte à côte. Mais il faut savoir que les évidences sont faibles. Si la désensibilisation puis les MRSD, on refait des études avec groupe contrôle, avec des plus grosses cohortes, là, bien, ça se peut que là, on voit une différence, puis un va être supérieur à l'autre. Mais ce n'est pas juste qu'un va être supérieur à l'autre, peut-être la désensibilisation, par exemple, va être supérieure pour, je ne sais pas, un bout de doigt qui est amputé, puis peut-être que la MRSD va être supérieure pour des SDRC. Mais actuellement, on ne le sait pas. C'est comme tout est mélangé. Fait que tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est égal. L'autre chose aussi que moi, j'ai remarqué par rapport à la clinique, c'est que souvent en désensibilisation, on pense que c'est la technique à la rough. On y va avec les textures le plus dur possible, le plus dur que le patient peut endurer. Et les articles, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas ça la technique. Ça doit être vraiment sous le seuil de douleur, à la limite un petit peu inconfortable quand on parle de tolérable. On ne doit pas aller chercher la douleur. Donc, encore une fois, on ne veut pas aller sensibiliser le système nerveux central. Fait que je pense que peu importe laquelle des deux techniques qu'on prend, il faut avoir ça en tête. Donc, oui, il faut faire attention à la sensibilisation centrale. On ne veut pas augmenter les douleurs et créer plus de problèmes. Donc, j'espère que ça répond à Madame ou Monsieur Miro. Merci beaucoup, Isabelle. Il y avait aussi une suggestion pour Max. Donc, Chantal aimerait avoir un protocole plus précis sur la neuroéducation, sur la douleur. Alors, je partage ça avec toi. Puis, il y avait aussi une réponse ou un autre commentaire, traitement pour l'allodine. Les EDCO font ça en centre de réadaptation seulement. Donc, voilà. Donc, poursuivre avec le URFL, y a-t-il un lien à développer avec les services à domicile, formation après des auxiliaires aux préposés qui donnent des soins directs à la maison ou en hébergement? C'est beaucoup de centres de réadaptation en clinique privée. Comme on a vu, ça prend plusieurs semaines avant de, dans le fond, s'améliorer, se résorber. Fait qu'il faut se poser la question si c'est quelque chose qu'on a le temps de faire. Sinon, des fois, même moi, là, quand je fais du soutien à domicile, ça arrive en privé qu'on en fait. Des fois, je ne vais pas aller à travers tout le traitement, mais je vais déjà expliquer à la personne la gestion de douleur, que ça soit sous le seuil de douleur, puis déjà ça va faire une différence dans leur suivi à domicile. Fait que je pense que c'est de se poser comme question, c'est quoi notre rôle? C'est quoi l'objectif avec le patient? Est-ce qu'on a les ressources pour? Donc là, je pense que ça vient autre chose. Formation auprès des auxiliaires préposés qui donnent des soins directs à la maison hébergement. J'en ai fait une il y a quelques années dans un C3S, entre autres pour tout ce qui est infirmière préposée, expliquer que quand les gens de la Loudini, c'est sûr que quand on va faire les pansements, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être prendre son temps, donner des pauses, s'assurer que la douleur ne va pas monter trop. Parce que sinon, le patient ne va pas tolérer son pansement et il risque finalement là, de l'enlever, ce qui ne va pas nuire à la guérison. Mais actuellement, il n'y a pas nécessairement de formation spécifique pour ces gens-là, mais il y a toujours, si vous en connaissez et sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter puis je pourrais leur donner quelques trucs. Merci beaucoup, Isabelle. Malheureusement, on doit arrêter ici. J'invite tout le monde de suivre les annonces du CRIR parce qu'on va donc continuer cette nouvelle série.
pour l'automne-hiver. Alors, j'invite aussi tous les étudiants participants aujourd'hui de suggérer leur duo, trio comme on l'a vu aujourd'hui. Puis merci beaucoup aux 3 présentateurs. Alors voilà, je vous souhaite vraiment un très bel été. Alors, profitez-en. Puis en automne, on va continuer donc cette série. Merci beaucoup.